pour votre présence dans cette séance d'ouverture. Tout d'abord, bienvenue à tous les participants et auditeurs au 3e Congrès mondial des réseaux internationaux Cielo Laboral, organisé avec la collaboration de la prestigieuse Université de Nantes. Cette année, en mode virtuel, pour des raisons que nous connaissons tous. Au nom du comité directeur des réseaux Cielo, je souhaite remercier sincèrement le professeur Alain Soupion et les collègues pour leur temps et leur disponibilité à participer à cette séance plénière d'ouverture du congrès. C'est un grand honneur pour moi de présenter cette séance réunissante d'experts prestigieux. Deuxièmement, l'idée de cette séance d'ouverture est de discuter avec le professeur Soupion et dans un format d'entretien de divers problèmes du marché du travail actuel, y compris la mondialisation du travail et ses solutions possibles. Comme chacun le sait, ce professeur est l'un des plus grands spécialistes mondiaux du droit du travail et donc bien conscient des défis auxquels le monde du travail est confronté. Pour faire une brève présentation du professeur Alain Soupion, nous pouvons souligner qu'il est docteur d'État en droit par l'Université de Bordeaux depuis 1979. Actuellement, il est docteur honoris causa de l'Université de Louvain-la-Neuve, Aristote de Thessalonique, Liège et Buenos Aires. En plus, il est membre correspondant de la British Academy depuis 2015. Au cours de sa carrière, il a été successivement professeur à l'Université de Poitiers, puis de Nantes et membre senior de l'Institut universitaire de France. Après, en 2012, il a été élu au Collège de France, où il a occupé jusqu'en 2017 la chaire État social et mondialisation, analyse juridique de solidarité. À présent, il est professeur émérite de ce collège. Il a présidé le Conseil national du développement des sciences humaines et sociales et a été membre de la Commission mondiale sur l'avenir du travail de l'Organisation internationale du travail. Et par conséquent, il a joué un rôle très important dans les travaux préparatoires de la déclaration du centenaire de cette organisation. À Nantes, il a fondé la Maison des sciences de l'homme Henri Guépard, et puis l'Institut d'études avancées et dont il préside aujourd'hui le comité stratégique. Les contributions critiques du professeur Soupion sont nombreuses. Citons des ouvrages bien connus. Par exemple, le travail n'est pas une marchandise, où l'auteur analyse les contenus et sons du travail au XXIe siècle, publié en 2019, ou encore La force d'une idée, publié cette année, suivi de l'idée de justice sociale d'Alfred Fouillet. Nous pouvons citer aussi La gouvernance par les nombres, cours au Collège de France, qui suit l'important livre Rambert émissaire de l'État social, leçon inaugurale au même collège. Parmi les ouvrages les plus connus, mentionnons aussi L'esprit de Philadelphie, la justice sociale face au marché total, paru en 2010, et Homo Juridicus, essai sur la fonction anthropologique du droit, avec des éditions en 2005 et 2019. En outre, le livre Les droits du travail, avec la 7e édition, et Critique des droits du travail, avec la 3e, sont déjà devenus des classiques. Le professeur Soupion a étudié aussi les droits procéduraux du travail. À titre d'exemple, il convient de mentionner les juridictions du travail et les juges et le droit du travail. Cette dernière livre est une version de sa thèse d'État. De plus, il est l'auteur de nombreux articles publiés dans les revues les plus importantes du monde. Il a même dirigé la prestigieuse collection éditoriale Poids et mesures du monde. Une caractéristique remarquable de sa carrière scientifique est le fait de ce que de nombreux travaux ont été traduits dans une grande variété de langues. Pour donner un exemple, Homo Juridicus a été publié en anglais, en arabe, en chinois, en coréen, en espagnol, en italien, en japonais, en portugais, en romain et en turc. Cette diffusion internationale de ce livre article démontre l'importance de son travail et l'influence de sa pensée juridique et sociale dans le monde entier. Maintenant, je présente brièvement les experts que discuteront avec le professeur Soupion, tous membres de notre réseau.
Ils ont été sélectionnés dans le but de représenter différents pays de raison, depuis la pluralité des idées et la diversité des genres et de l'âge. Pour le Portugal, João Brantes, qui est professeur du droit du travail à l'Université Nova de Lisboa. Pour la France, Constantina Chaslaou, qui est maîtresse de conférences à l'Université Sergi Pontoise. Pour l'Espagne, José Luis Gil, qui est professeur du droit du travail à l'Université d'Alcalá. Et enfin, Adoración Guamán, qui a la double nationalité espagnole-équatorienne. Elle est maîtresse de conférences à l'Université de Valence, en Espagne, mais représente aussi, dans ce débat, la voix des pays d'Amérique latine. Tous ces experts ont en commun une connaissance de la langue et du droit français, car ils ont étudié différents aspects de leur marché du travail. Ils ont également des publications sur les droits de l'Union européenne et le droit international du travail. Ce sont donc des experts pertinents pour discuter, à partir des travaux du professeur Soupion, sur différents sujets. Par exemple, les défis des marchés du travail actuels, marqués par la mondialisation, la numérisation et la gouvernance par les nombres. Ensuite, la capacité d'action de l'Organisation internationale du travail pour promouvoir la justice sociale comme condition fondamentale d'une paix universelle et durable. Ou enfin, le rôle et la responsabilité des entreprises et des chaînes de production mondiales dans le respect nécessaire du droit du travail. Comme on peut le voir, ce débat est soulevé sur des questions de la plus haute importance, afin d'aider à trouver des solutions aux grands défis du marché du travail, ainsi que pour reconsidérer notre conception du travail. Comme l'a dit le professeur Soupion, le travail n'est pas une marchandise. Nous avons donc le défi de repenser comment et pourquoi travailler, pour revenir à un travail vraiment humain. Encore une fois, merci à tous pour votre collaboration. Le débat peut commencer comme vous voulez. Je passe la parole au professeur João Brantes. Merci. Je remercie le réseau Cielo Laboral auquel j'appartiens aussi et l'Université de Nantes, la prestigieuse Université de Nantes. Je veux d'abord saluer le professeur Lourdes Melha et aussi le professeur Rafael Bugnagori et naturellement le professeur Alain Soupion et les autres collègues, la professeure Constantina Chatsinou, le professeur José Luis Gil et la professeure Adoración Guamán. C'est comme j'ai dit déjà un grand honneur et un grand plaisir d'être avec vous et surtout dans cette séance avec le professeur Soupion, un des grands noms au niveau mondial du droit du travail, du droit comparé et international du travail. C'est fantastique d'être ici. C'est dommage que nous ne sommes pas ensemble personnellement dans la belle ville de Nantes, mais peut-être il y aura d'autres occasions. Et je veux aussi profiter pour vous inviter à tous à venir à Lisbonne, qui, comme tous vous le savez, est aussi une belle ville. Alors, merci encore une fois. Je vais commencer à parler un peu et pour initier ce débat avec le professeur Alain Soupion à propos des deux questions que le professeur Alain Soupion généreusement a choisi pour mon intervention. Alors, la première de ces questions, c'est précisément sur l'intelligence artificielle, sur la direction du travail par l'algorithme. Et ma question est surtout, quels sont les risques les plus forts? Parce que, d'une certaine manière, je pense que ici, quand nous parlons des relations entre le droit du travail et l'intelligence artificielle, sous nouvelle réalité, nous avons d'une certaine façon des vieilles questions.
si nous pensons aux décisions prises avec l'intervention d'un algorithme, par exemple, si nous pensons au recrutement, à la sélection des travailleurs, des candidats au travail, à l'emploi, on peut dire que cette sélection pourra être plus neutrale, plus rigoureuse, plus sérieuse, plus impartiale, mais ma question est si, au fond, elle sera plus juste parce qu'on est devant une sélection déshumanisée. Alors, pas nécessairement plus juste. Et on peut dire que toutes les décisions de gestion qui sont automatisées seront des décisions plus objectives et alors plus légitimes, mais pas nécessairement, selon mon avis. Le robot, où est le responsable par les décisions d'un robot? Le programmateur, l'employeur? Par exemple, on peut dire que l'introduction de la robotique peut être une cause réelle et sérieuse en utilisant la terminologie française, une cause réelle et sérieuse, objective pour le licenciement d'un travailleur, par exemple par extinction de son poste de travail. Toutes les actions au monde du travail par l'algorithme, au fond, ce que nous avons, c'est précisément l'employeur caché au dehors de l'algorithme. C'est pourquoi je demande, et c'est ma première question qui a été choisie par le professeur Alain Soupiot, et je le remercie encore une fois, quels sont les risques plus forts, les avantages au nom de la direction du travail par l'algorithme? Ma deuxième question, qui a été sélectionnée par le professeur Alain Soupiot, pendant toute ma carrière académique, j'ai été surtout concentré sur les relations entre le droit du travail et les droits fondamentaux. Et j'ai mis une question à propos du problème de la Drittwirkung ou de la horizontale Wirkung des droits fondamentaux, parce que dans ma thèse de doctorat, j'ai soutenu que l'idée clé du critère pour régir les relations entre le contrat de travail et les droits fondamentaux est la présomption de liberté, ce que les Allemands appellent Freiheitsvermutung, selon laquelle les droits civils du salarié ne peuvent être limités qu'à titre exceptionnel lorsqu'il est nécessaire de sauvegarder la bonne exécution du contrat. Et j'ai ajouté le suivant, et c'était sur ça surtout que je voudrais bien savoir ce que le professeur Alain Soupiot a pour nous dire. On peut dire grosso modo que les employeurs sont en cette matière soumis à un principe de compétence et non de liberté, corollaire au fond de l'idée selon laquelle la Drittwirkung, l'efficace des droits fondamentaux face à tiers, face à les entités privées comme l'employeur, ici son fondement et ses limites par l'analogie au rapport avec les pouvoirs publics. Que pensez-vous, professeur, sur cette position? Le problème de la Drittwirkung, comme tous le savent, a commencé à être discuté à tous nos pays. En Allemagne, il y a tous nos pays, en France, en Espagne, au Portugal, en Italie, à tous les pays de la famille romano-germanique, de la famille continentale du droit, a commencé à être discuté précisément à propos des relations du travail. Et c'est un thème très important et qui a surtout une grande importance pour le droit du travail, précisément parce que
on est face, comme tous le savent, comme tous nous le savons, à une branche juridique pour laquelle on peut dire que le déséquilibre de force entre les parties du contrat de travail est sa raison d'être et la compensation de ces déséquilibres, sa finalité. Alors, je ne veux pas perdre plus de temps et surcharger votre travail. Je suis très content, très honoré, très content d'être ici avec tous. Je me remercie encore une fois à la Cielo Laboral et à l'Université de Nantes, au professeur Alain Soupiot, à la professeure Lourdes Gemelli. Bien, merci à tous. Moi aussi, je voudrais. Alors, nous avons un temps très limité, donc je vais être obligé d'aborder les questions toutes passionnantes, mais aussi toutes compliquées que vous avez posées dans un temps très bref. Donc, je vous prie d'excuser les raccourcis auxquels je vais devoir quelquefois procéder. Je voudrais avant tout dire moi aussi un mot de remerciement pour l'invitation à ce congrès. Pour diverses raisons, je pense que l'objet de votre association savante est particulièrement pertinent. La question du travail fait l'objet de ce qu'un grand géographe français, Augustin Berck, a appelé la forclusion. C'est-à-dire, c'est une question qui a été mise de côté depuis de nombreuses années parce que elle ne cadre difficilement avec une vision économique selon laquelle on aurait des agents économiques entourés par un monde d'objets. Or, le travail, par définition, c'est ce qui inscrit l'être humain dans des milieux naturels et c'est donc une question centrale à l'âge de l'Anthropocène, puisque si la planète se réchauffe aujourd'hui, c'est la conception du travail à l'échelle du monde qui est à l'origine des dérèglements climatiques et des autres dérèglements, y compris les dérèglements sanitaires que nous vivons à présent. Donc, se concerter au plan international pour étudier cette question est une grande urgence. Et notre raison de saluer votre association, c'est que la tendance de la globalisation, c'est d'imaginer que le monde penserait en une seule langue. Mais le propre du monde, c'est au contraire qu'il pense en un très grand nombre de langues. Et donc des initiatives qui essaient, aujourd'hui nous sommes en français, mais on pourrait imaginer que ce soit l'espagnol. Je pense que sur le long terme, c'est l'espagnol qui a le plus de chances de résister en réalité à la domination anglophone. Mais le fait de pouvoir rappeler cette pluralité des langues qui n'est pas un obstacle, enfin c'est un obstacle si on pense le monde comme un grand marché, mais si on pense les êtres humains dans leur rapport à la nature, la pluralité des langues est une ressource anthropologique très importante. Alors évidemment, ça confronte aux difficultés de traduction, de compréhension des langues étrangères. Et je vous remercie tous de l'effort que vous faites ce matin de vous exprimer dans la langue de mon malheureux petit pays. Alors, je vais aborder donc, je suis obligé de le faire très rapidement parce qu'on avait convenu que mes réponses devaient tenir en pas plus de 5 minutes par question. Donc, vous avez posé, Monsieur Abrantes, les 2 questions, donc je vais répondre en moins de 10 minutes à ces 2 questions. La première concerne donc le pilotage par algorithme et ce que j'appellerais la gouvernance du travail par les nombres. Ce phénomène s'inscrit dans une histoire plus longue dont il faut se rappeler, qui vise à envisager justement le travail comme une ressource. Le terme employé aujourd'hui par l'économie dominante, c'est le capital humain, comme une chose qui est à disposition. Et non, dans un premier temps, c'est ce qui a été au cœur de la révolution industrielle et du taylorisme, qui consistait à dire aux travailleurs, c'est une formule bien connue de Taylor, à un ouvrier qui lui demande « Pourquoi tu me demandes de faire ça ?» Taylor répond
on ne te paye pas pour penser, d'autres sont payés pour penser. Alors remets-toi à ton travail. Donc le taylorisme envisageait les travailleurs comme de purs mécanismes, des engrenages sans réflexion, qui sont soumis aux impulsions qu'ils reçoivent. C'était la même époque que la physique classique, d'ailleurs, qui voyait le monde tout entier sur ce modèle. Et c'était aussi la conception chez les juristes de Kelsen d'un État ainsi fonctionnant sur ce modèle, au fond, de la physique classique. Alors, cette façon de penser qui a refoulé complètement, y compris dans le droit du travail, la question de l'acte même de travail, on s'est concentré sur le salaire, sur le temps de travail, mais les droits du travailleur à s'exprimer sur le contenu et le sens de son travail, c'est une question qui a été mise de côté, qui a été exclue du périmètre de la justice sociale et dont on peut penser qu'aujourd'hui elle doit y faire retour. Alors il doit y faire retour notamment parce que cet imaginaire de la physique classique, du taylorisme, a laissé place depuis, disons, ça a commencé dans l'immédiate après-guerre du point de vue des idées, mais dans la pratique, c'est avec le développement des ordinateurs, a laissé place à un nouvel imaginaire, qui est l'imaginaire cybernétique, selon lequel on n'envisage plus les êtres humains comme des engrenages passifs, décérébrés, mais comme des petits ordinateurs. Donc on les pense sur le modèle de nos nouvelles machines, donc comme des êtres capables de rétroagir aux signaux qu'ils reçoivent pour adapter leur comportement. Donc il y a l'idée qu'on peut les piloter par des algorithmes, parce qu'ils vont être capables de ce qu'on appelle en cybernétique un feedback. Et le management turn qui est intervenu dans les années 80-90 a développé ces nouvelles techniques de management par objectif, et les juristes ont dû faire face à cette transformation. Alors votre question porte sur les nouveaux dangers qui sont suscités par ces nouvelles formes d'organisation du travail. D'abord, mais là je ne m'étends pas là-dessus, c'est un point que j'ai longuement abordé dans la gouvernance par les nombres, il ne faut pas croire à l'objectivité de l'algorithme. D'une façon générale, il y a des grands historiens des sciences qui ont travaillé comme Alain Desrosières en France ou Lauren Daston aux États-Unis sur cette histoire de la quantification. Derrière les quantifications, derrière les chiffres, il y a toujours des opérations de qualification. Et ces opérations de qualification, elles doivent être discutées, elles doivent être soumises au principe du contradictoire lorsqu'elles prétendent dicter le comportement des hommes. Alors ça peut paraître abstrait, je vous donne juste un petit exemple. Le problème s'est posé il y a 2 ans pour les livreurs. Vous savez, c'est Uber, mais là c'était pas Uber, c'était une autre compagnie. C'est les livreurs à pied, à vélo, à Paris et en Europe. Ils se sont associés pour faire une sorte de syndicat qui s'appelle au départ ça s'appelait le CLAP, c'est la coordination des livreurs parisiens. Et ils ont fait une fédération européenne en revendiquant bien sûr des droits fondamentaux au travail. Et une des choses qu'ils ont revendiquées qui était particulière et qui m'a particulièrement intéressé, c'est d'avoir accès au logiciel des algorithmes qui les pilotaient. Donc ne pas voir l'algorithme comme une boîte noire et neutre, mais un objet qu'il faut pouvoir discuter. Donc pour la question des dangers, on les connaît tous, je m'y étends pas. Le principal danger, c'est que, en fait, les êtres humains ne sont pas des ordinateurs. Donc, si on les traite comme des ordinateurs, il y a 2 choses qui peuvent advenir. Ou bien ils vont se mettre à frauder. C'est ce qu'on a déjà connu dans l'Union soviétique et qu'on a vu réapparaître si vous pensez à l'affaire Volkswagen. On vous donne des consignes irréalisables, eh bien vous trouvez un procédé pour les réaliser quand même. Hein. Les travailleurs soviétiques savaient très bien faire ça. Ou bien la dépression, le suicide, les troubles psychosomatiques qui ont connu une augmentation extraordinaire. Dans le cas français, d'après les statistiques de l'assurance maladie, il y a eu une multiplication par 7 en l'espace de 5 ans des troubles psychiques au travail en France.
Donc cette gouvernance par les nombres, du travail par les nombres, est une impasse qui conduit, qui enfonce, ça crée un stade supérieur de déshumanisation, parce qu'au moins dans le taylorisme, on était abruti, mais c'est pas votre cerveau lui-même qui était mobilisé par la machine. Donc il y a un enfoncement dans la déshumanisation qui appelle évidemment un retour à plus de démocratie économique si l'on veut avoir un bon usage de nos merveilleuses machines, parce que ces machines nouvelles sont merveilleuses. Il ne s'agit pas d'être contre les progrès techniques, mais la question c'est comment je mets ce progrès au service des êtres humains au lieu qu'ils détruisent les êtres humains. Et au fond, ça c'est une question qui est apparue dès l'invention de l'éclairage artificiel au 19e siècle. On s'était mis à faire travailler tout le monde 24 heures sur 24 avant de se dire, bon, c'est un progrès l'éclairage artificiel, mais on doit en faire un usage respectueux qui soit au service de l'être humain. Voilà, je pourrais dire beaucoup plus de choses, mais le temps me manque. Juste une petite remarque. Vous avez dit de façon très juste tout à l'heure, chers collègues, que ce qu'on prend pour tout à fait nouveau, quelquefois, c'est des choses fort anciennes. Alors là, j'ai évoqué l'expérience soviétique et le taylorisme. Et il y en a une autre sur laquelle j'attire l'attention, c'est les techniques d'industrialisation de l'agriculture qui ont conduit, dès les années 60, à développer des nouveaux contrats pour avoir une sorte de combinaison d'apparente indépendance des paysans, tout en les soumettant à des disciplines de production. C'est ce qu'on appelait les contrats d'intégration agricole. Et ça a été un moyen d'éviter le salariat, de contourner le droit du travail, en disant aux paysans, bon, vous restez des travailleurs indépendants, mais vous allez devoir absolument suivre toutes les disciplines techniques, sanitaires. Ça s'est fait beaucoup pour l'élevage intensif, l'élevage industriel. Et ça a conduit c'est un désastre à la fois écologique et social. C'est-à-dire les paysans en question, c'est la profession en France, par exemple, où le taux de suicide est de loin le plus élevé. Donc, je fais ce rapprochement parce que souvent, on tend à considérer le travail rural comme une arrière-garde, alors que souvent, il est d'avant-garde. Je passe tout de suite à la deuxième question qui est également passionnante, du Drittwirkung. Je vais être obligé là aussi d'être bref, peut-être même encore plus bref là que je l'ai été. Il faut partir du fait, nous autres juristes, nous devons nous rappeler que le propre du phénomène juridique, c'est l'institution d'un tiers. Alors ça a été mis en avant notamment par un très grand philosophe du droit qui s'appelle Kojève, qui était donc d'origine russe, qui est un grand spécialiste de Hegel, qui a écrit une théorie du droit dont je recommande vraiment la lecture, où il explique à quel point c'est l'institution du tiers qui est la première manifestation du phénomène juridique. Au lieu de se taper sur la figure, on va faire appel à un troisième et on va essayer de régler notre différend par un échange réglé de paroles. Bon, c'est ça qui est au cœur de la culture juridique. Or, l'imaginaire cybernétique dont je viens de rappeler qu'il était dominant aujourd'hui, dessine au contraire un monde plat. C'est un monde de l'inférence logique. Tous les logiciels, j'ai fait de la logique dans ma jeunesse, j'ai suivi des cours de logique formelle tous les processus logiques sont sur le mode si A alors B, si pas A alors C, si C alors D, etc. Vous voyez, on a des arborescences logiques en termes oui, non, et ça dessine un monde absolument plat où il n'y a pas de place pour le tiers. Alors, cet imaginaire cybernétique, c'est celui qu'on retrouve aujourd'hui dans la doctrine Law and Economics, où l'idée, ce serait que l'on puisse régler tous les litiges, non pas en faisant appel à un juge, mais à une prestation marchande d'arbitrage, c'est-à-dire c'est des modes alternatifs de résolution des litiges, pourraient eux-mêmes faire partie du marché. Donc le marché pourrait être conçu lui-même comme un univers plat, n'ayant plus besoin de la figure d'un tiers garant. J'en donne une autre illustration, c'est actuellement tous les débats et toute l'idéologie qui accompagne les progrès de la blockchain.
là aussi, il y a derrière ça l'imaginaire d'un lien social qui pourrait être noué durablement en faisant l'économie de la figure du tiers. Alors, en droit du travail, cela donne lieu à des initiatives récentes. Je peux en citer une qui concerne directement le droit français. Ça a été la barémisation des indemnités de licenciement. Alors, ça veut dire que jusqu'à présent, on considérait que si un salarié a été licencié et que c'est une faute de l'employeur, que c'est un licenciement illicite, l'employeur devait réparer le préjudice subi par le salarié. Donc la règle, c'est on va voir le juge et le juge va dire bon compte tenu de la situation du salarié, il y aura une indemnisation de tel montant. Alors les employeurs disaient ça n'est pas rationnel, il faut que nous sachions à l'avance ce que ça nous coûtera. Donc vous voyez derrière ça, c'est toute la théorie law economics. Il faut pouvoir faire un choix rationnel en sachant ou bien j'obéis à la loi, ou bien je désobéis, et à ce moment-là, quel sera le coût pour pouvoir faire du respect de la loi l'objet d'un calcul économique. C'est typique de la gouvernance par les nombres, c'est-à-dire le sujet n'est pas nous avons une loi hétéronome et dans le cadre de cette loi, je suis libre d'agir. Le sujet est de dire je dois pouvoir moi-même décider si j'obéis à la loi ou pas en fonction d'un calcul d'utilité économique. Alors, ça a été développé dans la théorie law and economics, notamment par Posner, lorsqu'il dit, par exemple, en matière de torture, c'est une question de calcul. Si les enjeux sont assez élevés, il faut pouvoir torturer. Bon. Alors là, si je transpose au licenciement, on a donné en France, c'est une des réformes Macron, la possibilité à l'employeur de calculer s'il a intérêt à licencier ou pas, et il sait à l'avance combien ça va lui coûter. Alors, évidemment, ça a entraîné une chute considérable du contentieux prud'homal, c'est-à-dire il n'y a plus à accéder au juge dans ce cas-là, puisque le salarié sait qu'il ne pourra rien obtenir de plus. Vous voyez. Donc c'est un exemple d'évacuation de la figure du tiers. Pour terminer sur ce point, cher José, si vous me permettez, je dirais que j'ai trouvé extrêmement intéressant dans votre questionnaire ce que vous mentionniez au sujet de votre thèse sur cette idée d'un principe de compétence des employeurs. Je trouve que c'est une piste extrêmement fructueuse et parce que c'est un moyen d'activer la responsabilité de l'employeur et je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler lorsque nous évoquerons les chaînes de production puisqu'il y a des questions là-dessus et les responsabilités des entreprises multinationales. Voilà, en dépit de mes efforts, j'ai dû dépasser les 10 minutes pour ces premières questions, mais je serai obligé d'être plus bref pour les suivants. Excusez-moi. Merci bien, professeur. C'était une leçon pour tous nous. C'était fantastique. Merci bien pour partager avec nous tout votre savoir et nous avons été fascinés pour vous écouter. Merci bien, professeur. Merci bien, professeur. Merci à vous. Je tiens tout d'abord à remercier moi aussi les organisateurs de ce colloque qui ont su surmonter tous les obstacles liés à cette épidémie et assurer la tenue de cette manifestation. Et un grand merci également au professeur Soukio pour le temps qu'il a accepté de nous accorder. Et également merci à tous les collègues qui participent à cette session. Alors, moi, je vais commencer par une première question sur la mise en confrontation des droits et des libertés fondamentaux par la Cour de justice de l'Union européenne. Bon, à cet égard, on sait que la fin des années 2000 a été marquée par une jurisprudence européenne particulièrement controversée qui a fait clairement prévaloir les libertés économiques, donc principalement la liberté d'établissement et la libre prestation de services sur les droits sociaux. Bon, évidemment, les arrêts Viking et Laval sont les arrêts les plus emblématiques et les plus connus, mais la liste des décisions qui s'inscrivent dans cette logique ne cesse malheureusement de s'allonger.
En exemple relativement récent est l'arrêt et celui de l'arrêt Agé-Tiraklis du 21 décembre 2016, arrêt qui concernait par ailleurs la Grèce où les droits sociaux ont déjà fait l'objet de violations flagrantes en raison des réformes qui ont été imposées en grande partie par l'Union européenne. Professeur Soupio, vous avez critiqué évidemment cette jurisprudence qui est même allée jusqu'à dire que la dignité humaine devait être conciliée, devait être mise en balance avec les libertés économiques, et vous avez également étudié les réactions d'autres institutions européennes ou internationales qui ne partagent pas la position de la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, le CODES, le Comité européen de droits sociaux, ou encore les organes de contrôle de l'OIT. Alors, je suis entièrement d'accord avec vos critiques, et donc ma question était la suivante. Est-ce qu'on peut, selon vous, espérer aujourd'hui une évolution de la jurisprudence de la Cour de justice dans un sens plus favorable aux droits des travailleurs, aux droits sociaux? Et peut-être pour élargir un peu la question plus généralement, est-ce qu'on peut imaginer dans un ordre juridique tel que celui de l'Union européenne, où les libertés économiques occupent une place cardinale, une place centrale, une autre façon ou une autre technique juridique, si vous voulez, de concilier, de mettre en balance les libertés économiques et les droits sociaux? Par exemple, dans une proposition de règlement avortée, Monti 2, qui date du 21 mars 2012 et qui concernait spécifiquement la grève, il a été suggéré d'appliquer un double contrôle de proportionnalité, c'est-à-dire il s'agirait pour les juges d'examiner non seulement si le droit de grève ou un droit social donné porte une atteinte disproportionnée aux libertés économiques, mais aussi l'inverse. D'ailleurs, il me semble que cette proposition a été faite également dans les conclusions de l'avocate générale sur l'affaire Commission contre Allemagne de 2010. Voilà, je voulais juste savoir quelle est votre position, votre avis sur cette question. Je ne sais pas si vous voulez répondre à cette question d'abord et puis je passe à la deuxième, ou je peux enchaîner avec la deuxième, comme vous voulez. Alors, nous pouvons appliquer la jurisprudence à Brantes, peut-être. D'accord, très bien. Donc, je vais passer à la deuxième, effectivement. Alors, donc, la deuxième question, qui est un peu liée à la première, porte sur la surveillance donc des politiques sociales nationales dans le cadre du semestre européen. Bon, là, la problématique elle est un peu différente. Bon, on sait qu'à la suite de la crise financière de 2008, puis de la crise de la dette souveraine de 2010, l'Union européenne a mis en place une série de mécanismes de surveillance, de contrôle des politiques économiques nationales. Bon, évidemment, les mécanismes les plus connus et les plus décriés sont les différents mécanismes d'assistance financière, type mécanisme européen de stabilité, avec toutes les conséquences désastreuses qu'on connaît pour les pays concernés et notamment pour la Grèce, encore une fois. Mais outre ces mécanismes très contraignants, il existe également d'autres dispositifs qui se veulent plus souples et qui concernent cette fois-ci tous les États membres de l'Union européenne. Et je me réfère en particulier au fameux semestre européen, qui est un dispositif dans le cadre duquel les institutions européennes surveillent de très près les réformes des nationales en matière économique et adressent aux États membres des recommandations, y compris dans le domaine social, puisque la politique sociale, le droit social plus généralement est perçu comme un simple accessoire finalement à la politique économique, un instrument à la politique économique. Alors évidemment, ce mécanisme est un exemple typique de gouvernance par les nombres et les institutions européennes elles-mêmes parlent d'ailleurs de gouvernance économique européenne ou de nouvelle gouvernance économique européenne. Donc, je voulais savoir deux choses. D'abord, quelle est votre réaction peut-être face au développement de ce type de mécanisme en Europe et ensuite, si vous pensez que ces mécanismes représentent potentiellement une menace pour les méthodes classiques de rapprochement de législation sociale nationale
via directive et règlement, voire même s'il marque la fin de ce type de mécanisme classique de droit dur, je dirais. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour vos questions. Alors, je regarde l'heure pour me donner 10 minutes. Très bien. Sur la première question sur la Cour de justice de l'Union. Bon, oui, on ne peut être que navré de voir l'évolution de cette juridiction lorsqu'on pense à la légitimité qu'elle avait réussi à acquérir dans les premiers temps de la communauté européenne, où elle était encore sensible à la fragilité de cette légitimité. Toute juridiction internationale a une légitimité très fragile, beaucoup plus qu'une juridiction nationale. Et dans le cas de l'Union européenne, c'est encore plus fragile parce que dans les fantasmes de la Cour, il se représente, je crois, fondamentalement comme l'équivalent, ou il voudrait être l'équivalent de la Cour suprême des États-Unis. D'ailleurs, ils l'ont dit presque explicitement lorsqu'ils ont réussi à bloquer l'adhésion de l'Union européenne à la Charte européenne des droits de l'homme. Ils disent on est une Cour suprême. Bon. Alors, c'est un non-sens juridique parce que la Cour suprême des États-Unis, en dépit de tous ses défauts, elle est insérée dans un jeu de check and balance. Il y a l'exécutif, il y a le Congrès, etc. Dans le cas européen, nous avons une situation où il n'y a pas de réel pouvoir exécutif et il n'y a pas de réel pouvoir parlementaire. Et donc, cette faiblesse a été vue très rapidement, je pense, après la chute du mur et l'élargissement à l'Est. Je crois que là, il y a eu une erreur historique qui a été commise. Il aurait fallu penser cet élargissement comme une réunion des deux Europes sur la base d'un pacte où chacun s'engageait à faire des efforts, où il y aurait eu un gros effort d'aide économique vers l'Est et en échange une adhésion réelle à des disciplines sociales, fiscales et internationales. Au lieu de quoi, on a envisagé ce processus comme un processus dit d'élargissement, c'est-à-dire Bruxelles est arrivé dans les pays anciennement communistes, un petit peu comme le FMI arrive dans les pays africains, leur disant nous savons ce qu'il faut faire, et ça ne pouvait que susciter et ressusciter un nationalisme violent dans des pays qui avaient subi le joug soviétique et qui s'étaient convertis à des formes assez extrêmes de néolibéralisme. Donc, on a engagé l'Europe dans une impasse et ces pays ont vite compris que la Cour de justice était un maillon faible du dispositif politique européen puisque c'est un État, une voix. Et donc, ils y pesaient beaucoup plus que dans les autres institutions. Ça, c'est l'arrière-plan qui peut expliquer ce qui est quand même une dérive de la Cour de justice depuis l'élargissement. Alors, votre question, c'est de savoir comment on sort de cette pente fatale. Vous l'avez rappelé. Oui. Si on peut sortir. Si on peut en sortir. Bon, la réponse de fond, ça serait de dire on ne pourrait en sortir qu'en sortant l'Union européenne elle-même du fossé dans lequel elle est tombée, des impasses dans lesquelles elle est. C'est-à-dire, c'est une structure politique qui n'a ni base démocratique, ni tête politique. Alors, c'est quand même un être un peu mal formé, si je puis dire. Alors, on le voit à chaque fois, quand il s'agit sur l'affaire de l'Iran et du traité nucléaire, aujourd'hui sur l'affaire turque, il n'y a pas de tête politique. Donc, la Cour de justice pourrait évidemment retrouver sa place si on avait un dispositif politique digne de ce nom au plan européen. Et ça suppose une réforme des traités que l'on ne voit pas de façon très réaliste. Il y a eu les idées avancées en Allemagne par notre ami et collègue Dieter Grimm, qui, lui, préconise, sans modifier les traités, mais de sortir des traités tout ce qui relève des politiques économiques, en disant ça n'a rien à faire dans un texte constitutionnel, et de recentrer le rôle de la Cour sur le contrôle du fonctionnement des institutions, et pas comme un juge des politiques économiques.
j'avais invité Dieter Grimm, il a donné une conférence qui est en ligne sur le Collège de France. Ce sont des propositions très intéressantes, mais je vois mal qu'on puisse faire ça là non plus sans une unanimité des États qui actuellement n'existe pas. Donc, dans l'état présent des choses, quels sont les contrepoids possibles? Eh bien, ils sont au niveau national. Et vous avez tout à l'heure, Constantina, très gentiment rappelé une concertation que j'avais organisée, qui a été publiée à la Semaine sociale, où j'avais essayé de faire venir des représentants d'institutions de différents pays européens qui s'étaient opposés à un moment ou à un autre aux directives européennes au nom de leurs principes constitutionnels. Donc, ça a même été le cas en Grèce, je pense, sur les questions de l'eau, si je me rappelle bien. Enfin, c'était le Conseil d'État, je crois. Au Portugal, il y avait eu des mesures face aux mesures d'austérité. Et puis, il y a eu le rôle de la Cour européenne des droits de l'homme, sur lequel ce serait tout un sujet, parce que je pense qu'elle est sur des bases juridiques qui ne sont pas les bonnes. Mais enfin, elle a joué un rôle utile en ce domaine. Donc, le dernier exemple du fait, si on se contente à observer l'évolution du droit positif, que c'est ça la voie qui fonctionne aujourd'hui, c'est l'arrêt Weiss du tribunal constitutionnel allemand du mois de mai dernier, qui une nouvelle fois est venu porter un veto à une décision de la Cour de justice dans des conditions qui, à mon avis, sont très critiquables, parce que c'était sur un cas où, me semble-t-il, la Cour de justice était dans son champ de compétences. Et pour moi, l'arrêt qui reste le plus important, c'est l'arrêt du traité de Lisbonne, du Bundesverfassungsgericht de 2010. Parce que là, vous avez vraiment un tableau du problème et vous avez aussi les réponses qui peuvent être actionnées au niveau national. C'est-à-dire, nous sommes les gardiens d'un ordre constitutionnel de base et nous le resterons face aux emportements, aux débordements de la Cour de justice. Vous savez, c'est le doyen Carbonnier qui disait à propos de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est comme un fleuve en crue qui est sorti de son lit et on ne sait pas comment le faire rentrer dans son lit. Bon, dans l'état actuel des choses, sauf progrès politique majeur dans le cadre des institutions européennes, je crois que ce n'est que par ces rappels à l'ordre extérieur qu'il peut y avoir une remise un petit peu, un retour à la raison du juge européen. Alors, j'en viens à la seconde question. Enfin, il y aurait eu à dire aussi sur ce que vous avez évoqué sur le principe de proportionnalité, parce que le maniement du principe de proportionnalité par la Cour de justice est typique de la gouvernance par les nombres, vous l'avez dit vous-même, et c'est une machine à broyer les principes fondamentaux, qui est allé effectivement dans l'arrêt Viking jusqu'à dire il faut mettre en balance la dignité avec les libertés économiques. Alors si vous dites ça à un juge du Bundesverfassungsgericht, il a une attaque parce que l'article 1er de la Constitution allemande, c'est-à-dire la dignité, ça ne se pèse contre rien. Et aucune nouvelle constitution ne pourrait supprimer le principe de dignité. Donc, vous voyez, ces tensions entre les juges se jouent autour du principe de proportionnalité. Mais il me semble qu'on a déjà évoqué ça quand j'ai parlé tout à l'heure de Posner et de l'interdiction de la torture. C'est les mêmes logiques qui sont à l'œuvre. Si on se met à rentrer, tout peut passer dans cette moulinette du principe de proportionnalité. Et là, les gardiens sont au niveau national. Alors, votre seconde question, touche un autre volet. C'est lié, comme vous l'avez dit, à propos du semestre européen. Comme vous l'avez dit très justement, c'est un très bon exemple du déplacement de ce qui était ce qu'on peut appeler le rule of law, le règne du droit, vers la gouvernance par les nombres. Il s'agit, on pouvait penser jusqu'à présent, dans la logique européenne, il y a le principe de subsidiarité, les institutions européennes ont certaines compétences, et puis pour le reste, les États gardent leurs compétences à partir du moment où elles respectent les règles fixées dans le champ de compétences européen. Aujourd'hui, tout ça a explosé
Alors, l'exemple de la Grèce est excellent parce que c'est l'exemple par excellence. La Troïka s'est mis à dire quand est-ce qu'il fallait ouvrir les boulangeries. L'arrêt Viking déjà intervenait dans des domaines où l'Union européenne, le droit de grève n'est pas compétente. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous entrez dans une logique de direction par objectif économique, c'est les fameuses réformes structurelles, avec des révisions permanentes, au fond, les États sont mis dans la même position que le salarié que je décrivais tout à l'heure, piloté par algorithme. Il faut que dans son domaine, il réalise ses objectifs et puis qu'il rende compte. Et puis s'il les réalise pas, on va envoyer des incitations. C'est évidemment, ça prend de fond la culture du rule of law dont se réclament par ailleurs les traités. Là, il y a une contradiction à l'œuvre qui tenait particulièrement à cœur d'un ami cher portugais qui est disparu malheureusement au mois de Monsieur Vasquez, Fernando Vasquez, que certains connaissent peut-être, qui a été à la commission aux affaires sociales pendant longtemps, qui est mort prématurément au mois de juin. Il avait contribué à un colloque que j'avais organisé et il tenait, lui, c'était son idée. Il dit il faut que l'Union européenne devienne fidèle aux principes qu'elle affirme. C'est un petit peu le message qu'on lit aussi dans l'arrêt traité de Lisbonne d'ailleurs aussi, c'est-à-dire vous affirmez que c'est un ordre démocratique, alors soyez démocratique. Vous voyez. Donc en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Et ce qu'on peut observer, c'est que ces disciplines économiques, en fait, ne sont observées par personne, à commencer pas par la France, ni par l'Allemagne elle-même, qui a des excédents qui sont bien au-delà de ce qui est autorisé, et qui est une source de déséquilibre pour l'ensemble du système européen. Et ce qui se met en place derrière la gouvernance par les nombres, c'est un système d'allégeance. Donc, enfin, c'est la thèse que je défends, il y a un retour au lien d'allégeance, c'est-à-dire les États faibles doivent faire allégeance aux États forts. Et de ce point de vue, le mémorandum de 2015 signé par la Grèce est un exemple juridique extraordinaire, puisqu'on demande aux Grecs de demander pardon avant qu'on leur concède de l'argent qui va leur permettre de renflouer les banques qui avaient pris des risques inconsidérés en Grèce. Donc c'est un acte de génuflexion, vous voyez, c'est vrai, presque d'allégeance au sens féodal du terme. D'ailleurs, à un moment, on a l'impression que les gouvernements grecs s'est demandé est-ce que je vais pas plutôt faire allégeance avec les Chinois ou avec les Russes. Il y a tout le monde orthodoxe qui est derrière, toute cette culture, il y a donc toute une familiarité. Finalement, ils sont rentrés dans le rang. Mais on voit là les absurdités aussi des thèmes de cette culture économique très frustre, très ignorante du droit, qui, par exemple, dit il faut gérer l'État comme une entreprise. C'est le message qui a été envoyé aux Grecs. Alors, s'il faut gérer l'État comme une entreprise, lorsqu'il y a des déficits trop grands, qu'est-ce qu'on fait dans une entreprise? On la met en faillite. Donc, une entreprise devait être mise en faillite. Un État aussi, on nomme un syndic de faillite, c'était la Troïka. Mais dans une entreprise, on peut licencier tout le monde. Or, je ne vois pas qu'on puisse licencier les Grecs ou les jeter à la mer. Mais c'est ce qui est dans cette logique. C'est-à-dire, on ne comprend pas que l'État, c'est l'instance qui est garante du long terme de la succession des générations. C'est pas une entreprise. Et on a eu en France, ça a sauté aux yeux à l'occasion de la crise sanitaire, l'absurdité de traiter un hôpital comme une entreprise. Tout le monde a pu voir que c'était absurde. Ça avait conduit à ce qu'il n'y ait plus de services compétents avec un personnel compétent qui assure la longue durée des soins. Et le système a failli exploser. Et le personnel réclamait depuis longtemps. Parce que ce que ça crée, c'est de la souffrance et de la violence. Et c'est, excusez-moi de ce ton apocalyptique, mais il faut commencer par être réaliste sur les risques que l'on court pour ensuite avoir l'énergie de penser un monde autrement. Parce que comme je le disais tout à l'heure, des nouvelles technologies qui pourraient être un outil formidable, l'Union européenne, on peut vraiment craindre qu'elle se disloque. Quand on voit les précédents yougoslaves, enfin, les passions nationales, si on leur laisse à nouveau libre cours, avec les Erdogan, il peut y avoir un retour à des formes de violence extraordinaires. Donc, d'un certain côté, c'est un bien précieux, mais
pour prétendre le défendre, il suffit pas de répéter l'Europe, l'Europe, comme le plaisantait De Gaulle, mais il faut faire un diagnostic précis des erreurs qui ont été commises. Et par exemple, que l'euro a été mal conçu. Bon, il faudrait l'admettre et essayer d'en tirer les conséquences. Alors ça donne une vision pour une action à la fois politique et une réflexion juridique. Je remercie particulièrement Lourdes Media et Rafael Encinas de Muñagorri. Merci à l'Université de Nantes, dans laquelle j'ai eu le plaisir d'enseigner à plusieurs reprises. Je suis très content, très honoré de participer dans cette séance et d'avoir l'occasion d'entendre les opinions toujours intelligentes du professeur Suppiot. J'ai préparé 2 questions concernant le droit international du travail. La première est sur la mission de l'OIT au regard de la déclaration du centenaire adoptée par l'OIT en juin 2019. Comme Lourdes l'a bien rappelé, le professeur Suppiot a été l'un des membres de la Commission mondiale sur l'avenir du travail qui a fait les travaux préparatoires de la déclaration. J'aimerais bien savoir quelle est l'opinion d'Alain Suppiot sur la nouveauté de cette déclaration. Est-ce que c'est un instrument vraiment nouveau, c'est-à-dire par exemple l'approche sur l'avenir du travail centré sur l'humain est vraiment nouvelle? Est-ce qu'on continue avec l'esprit de Philadelphie? Bon. Ça, c'est une première question. En liaison avec ça, à mon avis, il est aussi très intéressant de réfléchir sur l'une des possibilités sur laquelle la déclaration ouvre une porte, c'est la possibilité d'avoir la sécurité et la santé au travail parmi la liste des droits et principes des droits fondamentaux qui a été prévu, déclaré par la déclaration de l'OIT de 1998. Je partage avec le professeur Suppiot l'idée que cette déclaration rompt avec le self-service normatif et peut être considérée, la déclaration de 1998, comme un premier pas vers la création d'un véritable ordre public, social, international. Quelle serait l'importance de l'inclusion de la sécurité et la santé au travail parmi la liste des principes et droits fondamentaux au travail? Pensez-vous que l'OIT va inclure la sécurité et santé dans les prochains mois dans cette liste? Quelles seraient les conséquences pratiques de cette inclusion? Merci beaucoup. Merci à vous, José Luis, et un salut tout particulier parce que là, il faut que nous fassions connaître, que nous nous connaissons depuis très longtemps. J'ai eu la chance de faire la connaissance du professeur Hiliril lorsqu'il était tout jeune homme du côté de Maastricht lors d'un colloque. Il y a de très nombreuses années de ça, mais lui a gardé cet aspect jeune qu'il avait déjà à l'époque. Et je lui dois aussi d'ailleurs la première traduction en espagnol de Critique des droits du travail, dont on m'a toujours dit que c'était la meilleure traduction qui ait jamais été faite. Donc ma gratitude particulière. Alors la question OIT, donc là aussi, excusez-moi, je regarde l'heure pour essayer de pas trop déborder. Alors d'abord, pour être clair sur la question de ma participation à la Commission mondiale sur l'avenir du travail, ça a été une expérience particulièrement déprimante pour moi. Non pas qu'il n'y ait pas eu dans cette commission des personnalités remarquables, bien au contraire, il y avait j'ai aussi même fait quelques amis, il y avait des gens tout à fait remarquables, mais il a été clair très rapidement que le BIT ne souhaitait pas que cette commission s'exprime vraiment sur la question normative. C'est-à-dire, ils étaient prêts à ce qu'on
déroule des kilomètres de considérations sur l'avenir du travail. Mais des considérations sur l'avenir du travail, tout le monde en fait. Je veux dire, il y a un rapport aussi de la Banque mondiale. Vous avez de l'OCDE etc. En revanche, l'avenir de l'OIT, ça c'est un sujet dont il ne fallait pas parler. Et il se trouve que j'étais le seul juriste dans cette commission. Donc j'ai mené un combat que j'ai perdu sur toute la ligne. Donc je le dis. Et c'est la raison pour laquelle je suis quand même reconnaissant à la Revue internationale du travail d'avoir publié dans son numéro de janvier en français, espagnol et anglais un texte que j'avais intitulé « Les tâches de l'OIT à l'heure de son centenaire », où vous trouverez à peu près l'exposé des positions que j'ai pu défendre à l'intérieur de la commission. Et je ne sais pas si vous avez trouvé. Alors, il y a eu le rapport de la commission qui lui-même était, il y avait quasiment rien sur les questions normatives. Et puis, dans la déclaration du centenaire, j'allais dire, c'est encore plus vide. Donc, cette déclaration du centenaire, franchement, alors c'est comme toujours dans le vocabulaire, dans les documents de style Nations Unies, hein, depuis le livre Belle du Seigneur de Cohen sur la Société des Nations, les choses ont peut-être pas beaucoup évolué malheureusement. Dans cette espèce de novlangue internationale, on peut cueillir quelques idées quelquefois. Alors, par exemple, vous dites il faut centrer sur l'humain. Oui, oui, bien sûr. Mais déjà en 1919, la Constitution de l'OIT disait que l'objectif c'est d'instaurer un régime de travail réellement humain. Au bout de 100 ans, on répète. Au lieu d'avoir une déclaration qui se dit comment, dans les conditions contemporaines, quels sont les grands principes normatifs qu'il faudrait promouvoir. Or, la question normative, elle a été esquivée pour des raisons qui tiennent, à mon avis, là aussi, excusez-moi, vous allez trouver que je suis monomaniaque, mais à l'extension de la gouvernance par les nombres au niveau des organisations internationales. Quelle est l'histoire de ces organisations multilatérales dont l'OIT a été l'une des doyennes? C'est pas la vraie doyenne. La vraie doyenne, c'est l'Union postale, je crois. Mais enfin, elle s'est apparue dès la fin de la Première Guerre mondiale. L'ambition, la mission de ces organisations, c'était de s'accorder sur des règles du jeu communes entre toutes les nations du monde, dans différents domaines. Alors, sur le travail, pour l'OIT, et puis, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu ce que j'appellerais un sursaut dogmatique. On a voulu refonder un ordre mondial sur un certain nombre de principes juridiques fondamentaux. Et on a créé l'UNESCO, l'OMS, qui sont venus à côté, et la FAO et à côté de l'OIT, pour être les gardiens des droits économiques et sociaux qui ont été mis en œuvre, proclamés dans la Déclaration universelle de 1948. Donc, on est à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors que, si vous voulez, le scientisme des régimes totalitaires, ça c'était un point commun au communisme socialiste, disait que non, le droit c'est une technique, ça n'a pas d'importance, ce qui importe c'est les rapports de force. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, on dit non, c'est pas vrai, nous allons refonder l'ordre du monde sur un certain nombre de principes et de droits. Bon. Le mandat de l'OIT, c'est donc essentiellement un mandat juridique. Or, aujourd'hui, comment est envisagé l'ordre mondial? Eh bien, comme une grande entreprise. Vous en avez un bon exemple dans les objectifs du développement durable des Nations Unies. Alors, j'ai plus le nombre exact, mais il y a 20 et quelques, enfin, il doit y avoir des spécialistes parmi vous, il y a, je sais plus, 20, 25 objectifs avec une batterie de 127 indicateurs chiffrés. Donc, on est absolument dans la gouvernance par les nombres. D'ailleurs, la présentation même qui a été faite de ça, si vous allez voir sur les sites internet, ça ressemble à l'écran d'un téléphone portable. Enfin, on voit bien que ce sont ces images. J'appuie, pauvreté, etc. Et puis, chaque pays va sur le modèle de ce que nous évoquions avec Constantina dans le rapport avec les Grecs, on va dire, on va avoir ce système de pilotage
par quantification c'est avec les meilleures intentions du monde, hein, les objectifs en eux-mêmes, il faudrait être vraiment très méchant pour ne pas vouloir réduire la pauvreté, etc. Bon. Là, nous parlons des questions de fond. Sur le fond, ça veut dire que dans cette vision d'une gestion du monde comme une immense entreprise qu'on va gérer par des objectifs chiffrés, il n'y a pas de place pour des règles de droit. Et donc, la grande question qui se posait pour l'OIT, c'est ce que j'ai défendu dans cette commission, c'est de dire, est-ce que son destin, c'est de devenir une agence de moyens au service des objectifs du développement durable, ou est-ce qu'elle reste le garant juridique de règles communes à toutes les nations? Et à ce moment-là, le problème, c'est de réfléchir quelles sont les règles nouvelles dont nous avons besoin face aux périls écologiques et à des questions qu'on va évoquer ensuite, je pense, aux nouvelles formes d'organisation des entreprises dans les filières de production. Donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, il y a une grande déception sur le résultat de ce centenaire, et je peux vous dire que c'est une déception qui est largement partagée à l'intérieur de l'Organisation internationale du travail. Donc, alors cela dit, moi-même, j'aurais pu ne pas me retirer de la commission, mais en fait, le rapport a été publié, la dernière version, sans qu'on ait pu relire la dernière version, et le directeur général disait de toute façon, c'est un document de travail, ce qui sera important, ça va être la déclaration du centenaire, et mieux vaut éviter les désaccords, mieux vaut garder un consensus pour que ça puisse progresser en vision la déclaration du centenaire. Et en réalité, la déclaration du centenaire était encore plus décevante que le rapport à mes yeux. Donc, dans l'article que je me permettais de citer, c'est très mal, hein, l'autocitation, c'est un défaut qui s'accentue quelquefois avec l'âge, mais je sais. Mais enfin, là, comme on n'a pas beaucoup de temps, si vous souhaitez savoir les grandes orientations, je développe 3 principes autour desquels, me semble-t-il, il faudrait avancer pour un vrai droit international du travail. C'est le principe de solidarité, de responsabilité et de démocratie économique, hein, qui sont et sur lequel, il me semble, il y aurait beaucoup à faire du point de vue normatif. Alors, j'en viens à la question sur la santé et la sécurité. Ça a toujours été le noyau dur du droit du travail, les questions de santé et sécurité du travail. Parce que les États, ils sont d'abord garants de la survie des populations. On le voit encore à l'occasion là de la crise sanitaire. Quand il y a un risque de mort, tout le monde se tourne vers l'État. C'est lui qui est garant de la survie des populations. Et donc le droit du travail dans tous les pays est né d'abord de la mortalité infantile, la mort de ces tableaux sur la mortalité. Donc c'est une question centrale. Et on pouvait trouver très étonnant que cette question n'apparaisse pas dans la déclaration de 1998 de l'OIT. Vous vous rappelez, dans les principes fondamentaux qui sont affirmés en 98, c'est au moment où l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, se met en place, il y a une sorte de répartition des rôles, santé-sécurité n'apparaît pas. Alors, ce vide a été quand même comblé dans la déclaration de 2008, hein, où on a vu réapparaître des questions de santé et de sécurité. Bon, le fait que ça soit mentionné, on ne peut que l'approuver. Je crois que c'est une question importante, enfin, je veux dire cruciale, c'est plus qu'importante. Comment vous dire ça? Elle est cruciale parce que c'est l'un des points où même l'idéologie néolibérale est prise en défaut. Ils ont du mal à dire qu'il faudrait mieux que les gens meurent pour que l'économie se porte bien. On a vu apparaître ça un petit peu pendant la crise sanitaire. On disait, au fond, si ça nous débarrassait des vieux, ça nous arrangerait, parce que. Mais on n'ose pas le dire. Quand c'était l'Angleterre de Madame Thatcher, elle avait fait une exception en disant, oui, santé, sécurité, on est contre l'Europe sociale, mais santé, sécurité, oui, il faut des règles communes. Donc, je dis, c'est un point très fort pour le droit du travail. C'est une entrée très forte.
Et c'est aussi une entrée très forte parce que justement, elle permet de décliner les grandes questions que j'évoquais à l'instant, de responsabilité, parce que si l'affaire du Rana Plaza, il y a un accident, on se demande qui est responsable là, tout de suite. Donc là, toutes les constructions dans les chaînes de production qui ont été mises en place deviennent défaillantes parce qu'il y a une demande de l'opinion de savoir mais qui a décidé quoi. Donc les entreprises sont mises face à leurs responsabilités. Et c'est aussi une question cruciale, me semble-t-il, si on l'envisage aussi sous l'angle de l'écologie, de l'environnement et de la démocratie économique. Si l'on dit les salariés doivent pouvoir s'exprimer sur les produits qu'ils fabriquent, leur dangerosité, leur adaptation à un environnement durable, etc. Donc, bon, je vais pas plus loin, José Luis, faut me pardonner parce que c'est manque de temps, mais c'est une question absolument centrale sur laquelle il faut continuer de travailler et de mettre l'accent. Et donc, on peut que se réjouir de ce point de vue que l'OIT l'ait gardé. Bon, j'arrête. Peut-être juste une dernière remarque, vous pourrez couper après. Sur ces deux déclarations, on sent en arrière-plan et je sens qu'il y a des échos, non? Ça va le son? Il y a un mouvement de balance de l'OIT parce que au début, en 19, on voulait faire un parlement mondial du travail. Les Américains sont vite retirés, mais après avoir imposé le système de self-service que vous avez évoqué tout à l'heure. Et depuis, tout le problème de l'OIT du point de vue juridique, c'est comment il réaffirme son universalité dans un système où chaque État fait son marché, choisit les règles. Alors, ce qui était positif dans l'effort de 1998, c'était de rappeler aux principes constitutionnels, de dire aux États, bon, vous avez ratifié ou pas, mais vous êtes tenus par les principes constitutionnels. Et ce qui était faible, c'est qu'à ce moment-là, on s'est replié sur ce qu'on a été appelé les déclarations fondamentales ou de base, ce qui veut dire que tout le reste paraissait accessoire. Donc, si vous voulez, l'OIT dans cette tension entre soit s'appuyer sur ces principes fondamentaux constitutionnels, soit continuer dans la logique de la juxtaposition de directives que les États peuvent réduire ou non. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas trouvé le bon équilibre, la bonne réponse à cette question. Excusez-moi, on peut en venir alors à la quatrième série de questions. Et je suis désolé d'avoir répondu de façon aussi expéditive. Merci beaucoup, professeur Supio, professeur Gil. Maintenant, finalement, les questions des professeurs Adoración Guaman. Merci, professeur. Merci, cher Lourdes. Je tiens surtout d'abord à remercier les organisateurs et des collègues et surtout les professeurs Supio pour cette séance. Pour moi, c'est un grand honneur et plaisir d'être ici avec vous. Ma première question concerne la responsabilité des entreprises multinationales, les chaînes de valeur et les droits fondamentaux. Comme vous savez bien, les entreprises multinationales utilisent cette décentralisation productive et le dumping social pour réduire les coûts de production, mais cette stratégie s'accompagne de nombreuses violations des droits des hommes et de la nature. Donc, du point de vue des droits reliés au travail, ces violations, vous savez bien, représentent souvent des situations d'esclavage moderne. L'OIT elle-même a reconnu que cet allongement des chaînes de valeur a contribué à perpétuer ou même à aggraver les problèmes dans les domaines du travail. L'OIT a reconnu aussi que la croissance des entreprises multinationales rend de plus en plus difficile la garantie du respect des droits fondamentaux au travail. Et on sait bien qu'au niveau international, il y a eu des opportunités pour changer ça. Il y a certaines institutions qui ont fait des efforts, l'OIT entre autres, pour se rapprocher à la question. Mais c'est évident que le cadre normatif international a des faiblesses, notamment si on analyse la déclaration des principes tripartites sur les entreprises multinationales et politiques sociales de la OIT. Et les traits les plus caractéristiques de la déclaration, c'est son absence de valeur contraignante. Et il y a des voix qui ont demandé le recours par l'OIT des règles de hard law pour solutionner la question. Donc, professeur, à votre avis,
il sera possible, nécessaire peut-être, adapter le droit international du travail pour responsabiliser de façon directe à cette entreprise multinationale dans le cas de violation des droits fondamentaux. Et ça sera possible peut-être faire ça moyen l'approbation d'une convention sur la protection des droits des travailleurs dans les champs de valeurs. Et ça sera ma première question. Et je vais vous poser la deuxième aussi. La deuxième question est certainement reliée au sujet présenté par Constantina, avec laquelle je partage des intérêts de recherche. Et il touche autrefois le rapport entre, peut-être la hiérarchie, si on peut parler de hiérarchie, entre les droits fondamentaux et la liberté économique. Et à mon avis, il est possible de parler aujourd'hui d'une invasion des normes de droit au travail par les institutions financières internationales. Ou, dans d'autres termes, une sorte de hiérarchie qui place la liberté économique au-dessus des droits fondamentaux. Et si on cherche les coupables, on peut signaler, sans nous tromper, à certaines institutions supranationales et qui sont les promotrices de ces nouvelles lex mercatoria. Et je voudrais entendre le professeur parler de la lex mercatoria. Et si on regarde l'histoire récente, on trouve le consensus de Washington, le Fonds monétaire international, le consensus de Bruxelles, la Troïka, le Fonds monétaire international aussi. Et donc, je crois que le professeur a écrit beaucoup sur ça. Cette invasion heurte frontalement l'esprit de Philadelphie. Et, monsieur le professeur, à votre avis, est-il possible d'établir les frontières normatives institutionnelles et quel rôle a la OIT pour faire ça, pour protéger vraiment les droits du travail de cette invasion institutionnelle normative et des normes et des acteurs de la nouvelle lex mercatoria? Merci beaucoup. Merci à vous de ces questions. Enfin, le problème, c'est que toutes vos questions sont passionnantes. Nous aurions pu passer toute la journée entre nous à les évoquer. Là aussi, je suis tenu par le temps, donc je vais malheureusement être obligé de répondre peut-être d'une façon qui vous paraîtra un petit peu trop cursive. Alors, la question des chaînes de valeur. Bon, cette réorganisation des entreprises, elle est liée à ce basculement dans l'imaginaire numérique et aussi elle est liée aux possibilités techniques nouvelles qu'offre l'informatique. Il n'y aurait pas de chaîne de valeur concevable sans ces nouveaux outils qui permettent de rendre un sous-traitant transparent vis-à-vis de l'entreprise qui donne des ordres. Donc, il faut avoir ça en tête. Il y a aujourd'hui, si on fait cette distinction dont la pertinence est apparue pendant le confinement, entre les gens qui travaillent sur des symboles comme nous, sur des signes, et puis les gens qui travaillent au contact des personnes et des choses, on peut dire que cette seconde catégorie, dont on a retrouvé l'importance pendant le confinement, elle ne peut pas être éliminée par déterritorialiser. Elle est liée à un territoire. Alors qu'en revanche, tout ce qui est le travail sur des symboles, ça peut être déterritorialisé à cause des nouvelles ressources techniques. Alors, ces chaînes de valeur, donc on a eu ce basculement, ça c'est bien connu, entre le modèle intégré de l'entreprise faisant tous les éléments d'un produit avec une organisation hiérarchique, une internalisation du travail, vers ce qu'on a appelé l'entreprise en réseau. Bon, il y a eu beaucoup de travaux là-dessus à partir des années 80-90. Derrière cela, je pense comme juriste que nous pouvons reconnaître un autre exemple de ce que j'ai appelé le développement des liens d'allégeance. C'est des formes de vassalité. C'est-à-dire que un sous-traitant est vis-à-vis de l'entreprise donneuse d'ordre dans la position qui était celle du vassal vis-à-vis de son suzerain. Et d'ailleurs, un vassal prudent, je conseillais à mes étudiants, quand ils voulaient comprendre le monde moderne, de reprendre un traité de droit médiéval, de droit féodal. Un vassal prudent,
il essayait d'avoir plusieurs suzerains. Donc, je ne sais pas si vous êtes fabricant de climatiseurs pour les voitures, vous allez essayer de ne pas travailler seulement pour Mercedes, mais de travailler aussi pour Renault, vous voyez, pour pouvoir jouer les uns contre les autres. C'est pour régler ce type de problème qu'on avait inventé l'hommage lige. Ça s'appelait comme ça, c'est-à-dire il fallait désigner s'il y avait un conflit entre les suzerains vis-à-vis duquel on devait la fidélité. Alors, si vous regardez les chaînes de valeur avec ces lunettes juridiques, de système de vassalisation, vous voyez tout de suite que l'un des problèmes qui se posent, c'est que ça prend en défaut notre conception du droit de la responsabilité. Il ne faut pas oublier que l'État-providence moderne est né d'une révolution du droit de la responsabilité avec les premières lois sur les accidents du travail à la fin du XIXe siècle. Et aujourd'hui, je prends l'exemple du Rana Plaza, qui est connu de tous. Près de 1000 ouvrières sont tuées dans des conditions atroces par des patrons sans scrupules qui les ont obligées, alors qu'elles disaient c'est dangereux, à retourner dans des locaux qui s'effondrent sur elles. Il est évident que ces patrons méritent d'être punis. Mais il est évident aussi que les conditions dans lesquelles ils faisaient travailler les ouvrières dépendaient de l'inscription de leur entreprise dans ces chaînes de production textile. Et donc, les grands donneurs d'ordre, les grandes marques de la mode qui savent qu'elles recourent à ce type de travail ont aussi une responsabilité. Mais vous voyez, on ne peut pas dire l'un est responsable, l'autre ne l'est pas. La question devient plus compliquée. Il ne s'agit plus d'identifier un responsable, mais il s'agit de répondre à l'existence de ces chaînes par des chaînes de responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, le gros problème que posent ces chaînes de valeur, c'est la possibilité de dissocier le pouvoir économique et la responsabilité. Celui qui, en dernière instance, a le pouvoir de décider, c'est pas lui qui aura à répondre des conséquences dommageables au point de vue social ou au point de vue écologique. Donc, il faut rétablir ce lien. Moi, j'y ai consacré tout un séminaire au Collège de France. On a même publié sur les questions de responsabilité solidaire. De revisiter la notion de responsabilité solidaire. Vous voyez, la vieille notion de solidarité fait retour dans son sens du droit civil. Pour opérer cette distribution des responsabilités. Alors, contre ça, il y a aujourd'hui un lobbying intense. Intense. Et dans le silence politique, je prends le cas français. Il y a un projet actuellement de réforme du droit de la responsabilité dans le Code civil. C'est une chose considérable, revoir le droit de la responsabilité. Ça se fait dans un silence politique et médiatique total. On considère que c'est des questions techniques qui n'intéressent personne. Mais il va de soi que les choix qui vont être faits dans ce cadre vont avoir des conséquences sur la responsabilité des entreprises dans l'ordre économique ou la responsabilité sociale. Or, par exemple, et ça me donne l'occasion d'évoquer une question qui a été évoquée actuellement, toutes les industriels qui sont sur les nouvelles technologies de l'immatériel ont obtenu, la loi n'est pas terminée, mais de dire nous ne sommes pas responsables des dommages qui seront suscités par l'informatique. Parce que c'est celui qui a la machine, la voiture, qui doit être responsable. Pas nous. Nous, on n'est pas responsables. Alors ça, c'est un problème majeur. Vous voyez, je pense que c'est pour des jeunes juristes de travailler sur ces questions. Comment on active la responsabilité de ceux qui ont le pouvoir économique. C'est une question centrale et qui ne se pose pas seulement en droit du travail, mais elle se pose aussi en droit du travail. Alors, cela dit, il faut admettre qu'il y a aussi parmi ces entreprises multinationales, certaines d'entre elles qui souhaitent avoir un bon comportement, aussi pour des raisons commerciales, pour ne pas prendre un risque pour leur image. Mais elles sont aujourd'hui dans une situation de vide institutionnel. Si vous voulez, la globalisation, que je distingue de la mondialisation, a beaucoup d'avantages pour les multinationales parce qu'elles peuvent
elles peuvent procéder au law shopping, c'est-à-dire échapper au rule of law. Elles choisissent la loi là où c'est le plus avantageux. Mais l'inconvénient, c'est qu'elles n'ont plus de garant. Alors, par exemple, après le Rana Plaza, certains ont dit « mais c'est pas vrai, on n'a jamais fait travailler dans cette usine ». Quel juge pouvait le dire au niveau international? Alors on s'est tourné vers l'OIT là. L'OIT a joué un rôle de tiers. Hein. On revient au Drittwirkung. Il fallait trouver un tiers pour savoir quelles sont les entreprises qui avaient réellement joué un rôle dans ce domaine. Ou je prends un autre exemple contemporain. Le président Trump dit « j'interdis à toutes les entreprises du monde de faire du commerce avec l'Iran ». Moi, j'ai eu cette discussion avec des grands industriels français. Quelques jours après, ils m'ont dit « mais de qui dépendons-nous, nous, entreprises françaises? C'est la République française, l'Union européenne, ou est-ce que c'est le gouvernement américain ?» Donc, ils cherchent leur juge, vous voyez, ils cherchent le régulateur. Et c'est là que l'OIT aurait un rôle à jouer, de s'affirmer comme une instance juridique. Et l'une des choses que j'ai vainement demandé pour la déclaration du centenaire, ça aurait été la création du tribunal du travail qui est prévu à l'article 37 alinéa 2 de la Constitution de l'OIT, de façon à ce qu'il y ait un tiers garant au niveau mondial pour interpréter les normes. Alors, je termine avec la question de la hiérarchie des droits. Si l'OIT ne prend pas ce rôle, ça va aller vers l'arbitrage privé ou vers les mécanismes d'arbitrage qui sont introduits dans les accords bilatéraux du commerce, comme vous le savez. Par exemple, l'accord CETA entre Canada et l'Union européenne, il y a tout un chapitre sur le social. Et à ce moment-là, l'OIT va vraiment perdre sa raison d'être, tout simplement. Sur votre question, et c'est bien de terminer là-dessus parce que, au fond, c'est la question pour nous fondamentale, c'est la hiérarchie des moyens et des fins. Tout le sens du droit du travail, ça a été de redire, bon, l'économie doit être au service des hommes, et de la réduction de la peine des hommes et des femmes, les outils techniques aussi. Le mouvement de l'après-Seconde Guerre mondiale que j'ai évoqué a réaffirmé cela avec beaucoup de force. Après les massacres insensés la première moitié du XXe siècle, on a dit il faut remettre l'homme au centre, comme disait Rosé. Et donc, c'était le sens de la déclaration de Philadelphie. Il faut que l'organisation d'économie, de la finance, il faut qu'il prouve qu'elle est favorable à la justice sociale, au progrès économique. Et on a eu un retournement complet de cette logique depuis les années 80, avec toute la doctrine néolibérale, où aujourd'hui, au contraire, le travail humain, les êtres humains sont vus simplement comme des moyens. Et je veux dire que j'ai retrouvé avec consternation cette formule même, la nécessité, je la cite pas par cœur, mais je l'ai relue avant de venir, dans la déclaration du centenaire, il est indiqué que les politiques d'éducation doivent être conçues pour répondre aux besoins du marché du travail. Bon. Ça, c'est le type d'énoncé, à mon avis, qui trahit la pénétration à l'OIT d'une logique. L'éducation, c'est d'abord de former des citoyens. Alors, bien sûr, il ne faut pas être indifférent aux possibilités d'emploi, mais ne voir dans l'éducation des êtres humains qu'un moyen de fournir au marché du travail le capital humain dont elle a besoin, c'est un renversement des moyens et des fins. Alors, dans la volonté de rétablir cet ordre, dans les questions de plusieurs d'entre vous, vous évoquiez le projet d'instrument contraignant sur les multinationales qui a été porté dans le cadre des Nations Unies, et pas du BIT. Je l'ai évoqué à plusieurs reprises pendant les travaux de la Commission mondiale, mais avec de plus en plus de difficultés parce que à chaque fois qu'on a repris ce texte, ça a été pour en retirer des éléments. Aujourd'hui, il reste presque rien dans ce texte, si vous suivez ça. Il a été vidé de son contenu. Mais je rappelle que l'une des dispositions qui figurait dans le texte d'origine consistait justement à dire qu'il faut réaffirmer la primauté des droits économiques et sociaux sur les libertés économiques.
Alors, pour finir tout à fait, et ça c'est un point qui me tient à cœur, ça supposerait de ne pas céder à ce qui a été une certaine naïveté de 1948 et de l'après-guerre, de penser qu'on pouvait tout régler par des distributions de droits individuels. L'affirmation des droits économiques et sociaux comme des droits qu'on distribue aux individus. Ça a permis au fond tout ce procès en illégitimité qui a été fait en disant c'est pas des vrais droits. Ça a conduit à ce qu'en Europe, par exemple, il y a sur la base des textes européens, on est tout de suite une cour pour les droits civils et politiques, et puis pas de cour pour les droits économiques et sociaux. En réalité, ce sont non seulement c'est des vrais droits, mais c'est les premiers des droits. Simone Weil, qui est une femme qui, à mon avis, était un des plus grands cerveaux du XXe siècle, dit le premier droit le plus incontestable, c'est de ne pas mourir de faim. C'est un droit économique par définition. Mais la vraie distinction de ces droits avec les droits civils et politiques, c'est qu'ils ne peuvent être efficaces que si on les adosse au principe de solidarité. Ces droits supposent d'être ancrés dans des systèmes de solidarité. Ils ne peuvent pas vivre à l'état flottant. Il faut être conscient de ça si on veut les défendre aujourd'hui, de ne pas en avoir une lecture purement individualiste, parce qu'on arrive à ce système qui, au fond, est la vision libérale, et on aurait pu en parler, du revenu minimum à tous, enfin du salaire universel. C'est l'idée, on va distribuer un revolver à chaque être humain au travers de la planète, et puis on attend ensuite le résultat, ça sera la justice. Non, l'humanité fonctionne pas comme ça. Et si on disloque les systèmes de solidarité qui ont été débattus démocratiquement, comme la sécurité sociale ou des choses, immédiatement, ce sont des bases identitaires qui vont s'en emparer. La solidarité disparaît pas, elle se redéfinit. On va être solidaire en fonction de la couleur de la peau, de l'orientation sexuelle, de l'appartenance nationale, etc. Donc, il y a un grand enjeu pour nouer solidarité et démocratie, si l'on veut maintenir cette hiérarchie entre les êtres humains et puis les richesses économiques, les libertés économiques. Voilà, j'ai encore une fois été un petit peu trop long, mais vous posez des questions qui sont d'une telle richesse, d'une telle complexité que c'est très difficile de faire autrement. Merci. Notre temps a passé très rapidement, mais cette séance inaugurale a été très intéressante et très passionnante. Merci beaucoup au professeur Soupion et aux collègues pour leurs questions et leur participation. Merci.